Toc Sénégal. Le Sénégal vise la souveraineté alimentaire. C'est un secret de polichinelle. Pour y arriver, l'agriculture est la base. D'ailleurs, les autorités mènent depuis plusieurs années une politique de mécanisation de celle-ci. Aujourd'hui, malgré les efforts consentis, le pays est loin du compte car il importe des produits alimentaires estimés à plus de 450 milliards de francs CFA. Un vrai paradoxe de l'avis de l'ancien directeur du commerce intérieur. La question de l'alimentation humaine est une question cruciale. Donc, ce n'est pas étonnant que l'actuel gouvernement cherche à effectivement atteindre l'autosuffisance alimentaire parce que c'est la sécurité économique du pays. Et surtout au niveau, aujourd'hui, des principales denrées que nous importons. Le Sénégal importe presque 450 milliards de francs CFA en denrées alimentaires. Je pense que cela est une mauvaise chose pour notre économie. Si on veut avoir un marché intérieur dynamique qui puisse entraîner une industrialisation solide de notre pays, nous devons avoir une agriculture forte. Le Sénégal fait partie de ces pays qui exportent des matières premières brutes. L'économiste pointe le véritable problème à ce niveau, car rien que l'arachide, elle contient pas moins de 60 dérivés. Selon lui, le pays devrait plutôt faire comme l'Occident, qui n'exporte que ses excédents. Il faut transformer les produits agricoles. Nulle part dans le monde, les produits agricoles sont principalement exportés. Seuls les excédents des productions agricoles sont exportés. L'essentiel de la production agricole sert à fournir aux entreprises des intrants pour transformer justement ces produits. Nous avons l'ITA, l'Institut de technologie alimentaire, qui a montré pour l'arachide que nous avons 64 produits dérivés de l'arachide. Alors, pour quelle raison les paysans travaillent 3 mois et puis après exportent le reste de leur production agricole vers d'autres pays et puis tout le reste du temps roulent les pouces? Au contraire, nous devons transformer cet arachide-là. Le commissaire aux enquêtes économiques explique que pour atteindre la souveraineté alimentaire, il faudra attendre plusieurs années. La politique agricole, ce n'est pas comme l'industrie. Vous ne pouvez pas dire j'investis et dans 1 an ou 2 ans avoir des résultats. Ce n'est pas aussi facile que ça. Dans la production agricole, il faut peut-être envisager les choses à court terme. Peut-être, mais à moyen terme. Il faut au minimum 10 ans pour vraiment mettre en place, par exemple, une filière agricole. Pour mettre vraiment en place une politique qui puisse réellement atteindre l'autosuffisance. L'État doit faire le suivi des différentes politiques publiques et programmes pour s'assurer de leur niveau d'exécution, conseille-t-il. L'agriculture est la pierre angulaire du programme de résilience économique et sociale décrété par le gouvernement d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA pour supporter les contre-coups de la pandémie à coronavirus. Le budget de la campagne agricole 2020-2021 est augmenté de 50%. Il passe ainsi de 40 à 60%. Toc Toc Sénégal. Monsieur Mamadou Ndiaye, directeur de E-Média SN, bonjour. Bonjour Boubacar, bonjour Papa Lune. Bonjour. Mercredi, jour de l'argent. Jour de l'argent, jour d'économie, il est question de souveraineté alimentaire. Justement, la Covid-19 nous a beaucoup éveillés. Et aujourd'hui, la question centrale dans l'économie, c'est la souveraineté alimentaire. Oui, parfaitement Boubacar. Je pense que la meilleure des indépendances, c'est celle de pouvoir déterminer son propre sort à partir de ce qu'on détient justement dans son propre pays. Et l'agriculture est une clé de l'autonomie et une clé de l'indépendance. Si on veut maintenant s'assurer que nos populations ne dépendent pas de l'extérieur justement pour vivre, eh bien mieux vaut dépendre de l'intérieur pour vivre. Et si bien qu'il faut peut-être regarder de très près qu'est-ce qui peut garantir justement l'alimentation des populations, mais qu'est-ce qui peut également donner aux populations justement une santé découlant des pratiques culturelles du pays. Dépendant ou indépendant? Non, dépendant des productions intérieures. Dépendant des produits intérieurs. Des productions intérieures. Parce que nous produisons quelque chose, mais nous ne le consommons pas. Et nous consommons quelque chose que nous ne produisons pas. C'est ça le double paradoxe. Et il faut donc le lever pour qu'au moins les Sénégalais retrouvent, n'est-ce pas, d'abord leur propre sérénité, mais ne dépendent pas des aléas de l'extérieur. Je vous donne un exemple, ou bien deux. Il y a 2 pays qui sont de gros producteurs de riz. De riz. De riz. Or, le Sénégal est un gros consommateur de riz. Ces 2 pays, souvent, c'est vers ces pays-là que nous
que nous nous adressions pour pouvoir avoir, disons, nos quotas de riz. Mais ces pays, dès que la crise sanitaire s'est installée, les dirigeants de ces pays, parce qu'ils sont dans l'anticipation, ils ont dit fermons les frontières, arrêtons d'exporter. Arrêtons d'exporter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit qu'en exportant plus, et on ne sait pas les variations climatiques qui vont bientôt se produire, qu'est-ce que ça va donner? Mieux vaut donc avoir des réserves alimentaires. Il faut avoir donc une sécurité alimentaire. Et ils ont fermé les frontières. Or, ces pays, ce sont dans ces pays-là que nous nous approvisionnions. Comment maintenant allons-nous régler le problème dès lors que peut-être une décision politique est tombée dans ces pays-là pour fermer les frontières justement de l'exportation du riz? Si maintenant nous n'étions pas assez prévenants, si nous n'étions pas assez visionnaires pour dire que nous également, il nous faut produire localement du riz pour ne plus dépendre justement de ce riz qui est importé et qui est sujet justement à des aléas politiques et économiques. Aujourd'hui, cette question de la souveraineté alimentaire, jamais cette notion n'a été aussi galvaudée qu'en cette période, avec une conjoncture marquée par des rétentions de produits et des ressources en raison des incertitudes de la crise sanitaire. C'est à cause de la crise sanitaire, donc, que les gens disent « Attendez, j'exportais beaucoup, mais là, je garde dans mon grenier. » Mais parfaitement. D'ailleurs, le concept a été revisité récemment à l'occasion du conseil présidentiel. Le président a dit, parmi les souverainetés que je veux peut-être instaurer dans ce pays-là, il nous faut une souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, Boubacar, elle est très importante. Le directeur du commerce intérieur, M. Diouf, dit que notre facture alimentaire annuelle est de l'ordre de 400 milliards. Mais c'est énorme. Or, il y a des spécialistes qui disent qu'avec 100 milliards, nous pouvons développer une culture intérieure, nous pouvons développer justement une production intérieure qui nous mettent à l'abri justement des aléas conjoncturels liés sans doute à l'approvisionnement de certaines des céréales que nous utilisons. En fait, l'idée clé, c'est que consommons ce que nous produisons et produisons davantage ce que nous pouvons consommer. Si jamais à cause cette équation, si elle est réglée, je pense qu'elle... Si jamais à cause de la pandémie, le blé n'arrive pas, le blé n'arrive plus, on se réveille, on n'a plus de pain. C'est la catastrophe. C'est une catastrophe, mais ça peut amuser des gens, oui. notamment les gens de l'ITA, de l'Institut de technologie alimentaire. Voilà des ingénieurs agroalimentaires qui ont beaucoup réfléchi justement sur des perspectives par anticipation. Et ils ont posé des scénarios en disant, tiens, s'il se posait tel problème au Sénégal, quelle solution peut-être eux, ingénieurs agroalimentaires, ils allaient préconiser. Ils ont initié plein de solutions, de recettes alimentaires Boubacar, mais qui ont été même expérimentées à une échelle assez intéressante. Et toutes ces recettes-là sont stockées justement dans les rayons de l'ITA. Mais jamais les Sénégalais ne découvrent en vérité le potentiel alimentaire qu'ils ont. Mais à partir, par exemple, du niébé, on peut décliner beaucoup de variations culinaires. À partir de l'arachide, on peut décliner beaucoup de variations d'huile. Et l'huile d'arachide, semble-t-il, selon les ingénieurs que j'ai rencontrés, fait partie des meilleures huiles de ce pays-là. Et eux-mêmes disent, les Sénégalais se ruent sur ce qu'on appelle l'huile végétale. Mais qu'est-ce que l'huile végétale, se demandent-ils? Moi-même, après eux, je me demande qu'est-ce que l'huile végétale? Dès lors que j'ai une huile qui est l'huile d'arachide, je ne peux pas ne pas favoriser et privilégier donc cette huile tirée de l'arachide. Mais c'est parce que nous ne découvrons pas notre potentiel. Nous nous intéressons à ce qui vient de l'extérieur. Et du coup, quand on va à l'ITA, on voit les recettes qu'ils ont préconisées en cas de rupture, par exemple, de blé. Et ils ont dit, tiens... Le pain de mil. Le pain de mil, par exemple, ça a été promis à un moment donné ici. Oui. Et mieux, l'ITA, dans une de ses initiatives encore beaucoup plus fécondes, ils ont suggéré au gouvernement d'organiser un petit déjeuner ministériel. Et je pense que le président a trouvé que cette idée était très intéressante et même très pertinente. Or, au cours d'un conseil présidentiel, eh bien, ils ont aligné toute une série de recettes tirées justement des recettes, disons, de nos propres céréales. Beignets, je ne sais pas, autre chose liée à la farine, akara et autres. Mais alors, tous les ministres qui étaient là, surtout les Ndiobènes là, mais ils se sont gavés parce qu'ils ont trouvé effectivement que ces recettes étaient extraordinaires. Et ça fait plaisir justement au palais de la personne qui goûte justement à ces aliments-là. Mais maintenant, passons à une échelle industrielle, Boubacar. Il ne s'agit pas simplement de rester dans un petit cocon pour dire, bon voilà, nous avons des recettes. Mais ils veulent maintenant, eux, au niveau de l'ITA,
que ces recettes maintenant soient partagées par des industriels qui eux-mêmes peuvent investir sur la fabrication à une échelle beaucoup plus grande de ces produits justement tirés des recettes expérimentées dans les laboratoires de l'ITER. Faut-il se préparer à compter sur ses propres forces? Mais naturellement, il faut toujours compter sur ses propres forces. Il ne faut pas compter sur les forces de l'autre. Vous savez, chez les Japonais, il y a ce qu'on appelle le sumo. C'est un peu comme notre lambe. Mais une des techniques que j'ai découvertes quand je suis allé justement à Tokyo, c'est que quand les deux adversaires se battent, ils ne se jaugent pas sur leur technicité, mais ils se jaugent sur la force de l'adversaire. Et c'est la force de l'adversaire qu'on utilise justement pour terrasser l'adversaire. Autrement dit, quand la personne arrive avec une certaine fougue, il vaut mieux peut-être être ingénieux pour regarder par exemple disons, la puissance de sa force et essayer peut-être de contenir l'adversaire. Et du coup, peut-être maintenant, c'est sa force qui est à la limite même son adversaire et donc son point de faible. Mais chez nous également, si nous avons peut-être, Boubacar, des terres arables, mais qui s'étendent à perte de vue, nous avons une pluviométrie acceptable, nous avons peut-être des eaux de surface abondantes, nous avons également des eaux souterraines extrêmement abondantes. Nous avons également des hommes et nous avons une jeunesse vaillante. Nous avons peut-être une certaine lucidité pour voir ce que nous pouvons produire chez nous, mais en même temps aussi peut-être une clé de répartition à l'échelle du pays pour que chaque région, on regarde quelle est sa spécificité du point de vue agricole, on essaie donc de lui donner justement et ses atouts et cette valorisation-là. Si bien que le pays sera peut-être un pays très printanier, il y aura davantage de culture, il y aura davantage de céréales, il y aura davantage justement de recettes tirées de ces gens. Et ensuite, Boubacar, quand les Sérères rencontrent les Diola, les Poulards, les Soninké et autres, quand ils convergent justement vers des échanges culinaires, il me semble qu'il y a un potentiel d'enrichissement qui peut en être et qui pourrait permettre sans doute à d'autres de découvrir les recettes des autres régions ou bien des autres contrées. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a possibilité de compter sur nous-mêmes, mais en même temps aussi peut-être de valoriser ce que nous avons et de le positionner justement sur un marché régional en pleine expansion. Mais Papa Alioune Sarr d'abord. Oui, nous sommes en guerre, c'est le président qui le disait, mais je pense que la guerre, elle est sanitaire, mais elle est également alimentaire. Et le président de la République le sait, parce que lors de son discours au MEDEF, en France, il a insisté sur la souveraineté alimentaire, mais également dans ses tournées économiques. Mais une souveraineté alimentaire qui est tout simplement basée sur le riz est une gageure, parce que le riz est une fabrication du colonialisme. Il faut qu'on le sache. Ce n'est pas à nous. D'ailleurs, on importe le riz. Le projet d'autosuffisance en riz, vous voyez un peu, ça a été mené en grande pompe, mais le riz n'est pas chez nous. Et d'ailleurs, le professeur Souleymane Bachir Diagne a dit que le Thieboudian a été baptisé Thieboudian Pendambay, mais c'est une fabrication du colonialisme. Le ventre sénégalais est un carrefour alimentaire. Je ne suis pas alimentairement chauvin, mais il faut le dire. Regardez un peu si le pain en stock, les fils, alors qu'il y a le fondé. Ce sont les traditions anciennes et je pense que le directeur peut confirmer ces thèses-là. On n'explore pas nos variétés culinaires parce que l'alimentation n'est pas tout simplement pour le bien-être d'un corps, mais l'alimentation et les géopolitiques. Pourquoi? Parce que le Thieboudian a été baptisé monument historique par l'UNESCO récemment. Donc pourquoi ne pas explorer nos variétés culinaires? Parce que quand on parle au Sénégal, on pense au riz. Le riz est une fabrication du colonialisme. La lutte, qu'on dit que c'est le sport de chez nous, est une fabrication du colonialisme. Donc le changement, il est habituel, il est dans notre comportement. Comment décoloniser nos ventres, comment décoloniser nos esprits à penser local, à manger local. Et je pense que ça, c'est un défi qui touche certainement les mentalités d'abord avant d'agréger la politique. C'est un changement de comportement. Oui, il y a, disons, autour effectivement de ça, il y a la question de volonté. Je ne parle pas de volonté politique parce que c'est souvent galvaudé. Mais il y a la volonté de chaque citoyen sénégalais de se dire, mais attends, moi j'ai découvert des recettes, donc je vais commencer à les appliquer. Vous savez, à un moment donné, le riz local a été peut-être plus ou moins stigmatisé, même par les femmes sénégalaises. Ils ont dit, oui, il y a trop de colle, et puis ça n'adhère pas peut-être à l'eau, akabari gomme, des trucs comme ça. Alors, si déjà, dès le départ, il y a un préjugé qu'on fonde sur le riz local, mais il n'y a aucune possibilité effectivement de trouver un succès alimentaire sur ce riz-là. Or, les expériences qui ont été menées à l'ITEA prouvent non seulement le contraire, mais prouvent également peut-être que le riz, quand il est neuf, il est beaucoup plus nutritif et il a beaucoup plus de qualité nutritionnelle justement pour la personne qui le consomme. Alors que le riz qu'on importe justement de Thaïlande, du Cambodge, Boubacar, parfois il fait 2 ans, 3 ans, et ensuite c'est des brisures. Parfois même c'était destiné à d'autres types d'alimentation non humaine.
non humaine, pour ne pas dire autre chose, et ne pas vexer les Sénégalais. C'est ces riz-là, très chétifs, qui arrivent avec des embarquements et des débarquements de navires, même de transportement en haute mer. C'est ces riz-là qui nous arrivent ici après 3 ans de stockage chez eux. Mais comme on dit en Wolof, mais ça, le musiba la. Alors que nous avons par exemple du riz neuf, sorti justement de nos terres extrêmement fertiles, mais avec une aération aussi et des vents qui tournent par exemple, disons, dans tous les sens sur l'espace arabe de ce pays-là. Donc nous devons redécouvrir nos propres richesses. Nous devons redécouvrir nos recettes culinaires. Mais le diabète, il est maintenant présent dans les régions productrices de riz dans ce pays-là. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne consomme pas le riz que nous produisons, mais on consomme un riz qui lui-même a un taux élevé de glucose, si bien que justement, à force de le consommer, ça produit sans doute un peu des inconvénients qui se traduisent justement par le diabète. Et le taux de diabète est extrêmement élevé aujourd'hui dans le bassin de l'Anambé, dans la région de la vallée. Et probablement aussi chez les Sénégalais, le diabète est beaucoup plus présent. Pourquoi? Parce que simplement nous avons abandonné nos habitudes culinaires et nous avons privilégié des habitudes culinaires qui ne sont pas les nôtres. Mais maintenant, il est possible de revenir effectivement à de meilleurs sentiments vis-à-vis justement de nos productions. La mangue, pareil, la mangue séchée. Un ingénieur agroalimentaire m'a dit, mais les Burkinabés sont venus expérimenter notre recette en mangue séchée. Ils sont allés l'appliquer chez eux et aujourd'hui, non seulement c'est le premier producteur, mais la mangue burkinabé séchée, elle est prisée justement sur le marché européen. Quel paradoxe! Un exemple banal mais comique pour montrer que nous ne sommes pas alimentairement libres. Aller dans les restaurants, le menu, c'est pizza, hamburger, même les appellations. Il faut dire, est-ce que je veux un dekhin, un bakhal? Non, c'est impossible. Je ne suis pas au dekhin ni au bakhal, mais malheureusement, le temps, nous ne fera même pas le Wolof. La deuxième partie, ça devrait se faire en Wolof, mais ce sera certainement pour mercredi prochain. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Mamadou Ndiaye. Il faut simplement que les gens songent maintenant à stocker nos productions locales, à stocker. Donc tout le monde est invité à travailler justement sur maintenant les méthodes de stockage de nos productions. Les mangues, on doit les stocker. Les melons, on doit les stocker. Enfin, il y a des produits qu'on considère comme des produits périssables, mais avec une certaine technicité, une certaine ingéniosité, on peut les stocker et les utiliser de façon en contre-saison. Et je crois que ça aussi, il faut qu'on investisse. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Mais c'est moi. Merci et joyeux anniversaire à eMedia.sn. Mais merci beaucoup et je profite de votre antenne pour dire merci à tout le monde. Nous avons reçu un abondant courrier, nous félicitant et nous faisant découvrir même des choses que nous n'avions pas su dans notre site. Mais bravo à tout le monde. www.emedia.sn, c'est le site du groupe eMedia qui fête ses 2 ans. Merci beaucoup, Papa Lunsar. C'est un plaisir.